la Fédération des centres sociaux de Bretagne. C'est d'abord une fédération d'éducation populaire qui regroupe plus de 70 structures d'animation de la vie sociale sur les 4 territoires bretons, les 4 départements bretons. À quoi sert cette fédération? D'abord, rassembler toutes les structures d'animation de la vie sociale qui œuvrent pour les habitants des territoires. La fédération donc, anime ce réseau des 70 structures et les fédère, donc les rassemble sur un certain nombre d'actions, les représente pour avoir plus de force et plus de poids sur leurs interventions auprès des institutions et financeurs qu'ils sont amenés à rencontrer pour développer leurs actions. Et on essaye dans la fédération d'accompagner les structures dans des moments de vie, que ce soit sur des expérimentations, sur des actions plus quotidiennes, mais aussi quand ils rencontrent des difficultés particulières auprès de leurs financeurs quelquefois, mais aussi à l'interne sur leur gouvernance associative ou sur des problèmes de vie sur le quartier dans lequel ils sont pour la plupart implantés ou en secteur rural, puisque aussi les structures sont en milieu rural. Donc pour accompagner, représenter, animer le réseau, et on a besoin aussi de développer un certain nombre de chantiers pour appuyer les démarches des centres. Donc un de nos chantiers importants, c'est la formation des bénévoles et des salariés. C'est vraiment un levier important pour continuer à agir sur les territoires. Un autre chantier, c'est le développement du pouvoir d'agir pour les acteurs qui interviennent sur les mêmes territoires, que ce soit des bénévoles ou des salariés ou des partenaires, etc. Donc de façon à ce qu'ils se sentent libres d'intervenir dans les rencontres ou les débats qui peuvent exister sur leur territoire. C'est aussi un chantier autour des questions de jeunesse, qui sont quand même des questions importantes aujourd'hui pour répondre aux problématiques spécifiques. De la même façon, et je dirais c'est pendant, c'est aussi un chantier sur le vieillissement et donc vieillir en citoyen. C'est plus comme ça d'ailleurs que le chantier est organisé. Une question qui se fait jour et qui s'est révélée durant la pandémie, c'est la réduction de la fracture numérique, donc, où là il y a un chantier spécifique aussi. La question des mobilités européennes, sur lesquelles peut-être on reviendra tout à l'heure. La transition écologique et citoyenne. Une question un peu particulière parce que si on regroupe plus de 70 centres, pour un certain nombre, ça doit représenter, je ne sais pas, un dixième, je pense, ou un petit peu plus, un chantier autour des centres sociaux en collectivité territoriale. Une question aussi, on a parlé de fédération d'éducation populaire, c'est tout ce qui est lié à l'éducation et à l'engagement autour des questions de l'accompagnement à la scolarité. Et puis un chantier qui est quand même comment cette fédération vit, comment elle anime, comment elle développe son réseau et comment elle soutient les centres qui sont fédérés. Il y a quelque chose de particulier à cette fédération de Bretagne, c'est qu'il y a toujours dans le travail engagé l'association de bénévoles et de salariés et que systématiquement cette dimension-là traverse l'ensemble des actions qui sont mises en œuvre. Bien évidemment, une fédération ne peut pas fonctionner sans partenaires, donc nous en avons un certain nombre.
Je pense au département, même si tous ne sont pas présents actuellement dans notre partenariat. La région Bretagne, les 4 caisses d'allocation familiale, après des partenariats autour du vieillissement, entre autres, avec la CNAV et la CARSAT. Et puis, selon les chantiers peut-être un petit peu plus épisodiques, on peut aller chercher d'autres partenaires. Notre fédération est elle-même adhérente au réseau de la Fédération nationale des centres sociaux. Nous sommes une fédération régionale, mais qui a pour volonté d'être très impliquée, très investie, au plus près de la réalité des centres qu'elle fédère. Donc, pour ce faire, il n'y a pas d'instance départementale, mais bien des points d'appui et d'ancrage territoriaux qui sont, où sont plutôt organisés et des salariés et des bénévoles. Alors, je pense aux commissions qui regroupent à la fois des administrateurs et le salarié qui est détaché sur le fonctionnement du territoire départemental en question, des instances qui regroupent à la fois l'ensemble des centres et des personnes investies dans les centres sociaux départementaux, salariés et bénévoles ensemble aussi. Et puis on en a parlé des commissions de travail ou des chantiers qui s'organisent à la demande des centres qui ont besoin de travailler plus précisément sur un certain nombre de questions. Et puis peut-être quelque chose de très particulier aussi, qui est d'être au plus près des salariés qui sont investis dans le réseau et qui se retrouvent sur des préoccupations qui sont liées à leur métier professionnel. Donc on peut retrouver aussi bien des groupes de travail directeurs que des groupes de travail comptables ou secrétaires d'accueil ou jeunes ou des référents adultes famille ou en fonction des besoins de ces groupes métiers. L'Europe, chacun de nous fait partie de l'Europe, même si on n'a pas le sentiment que cette réalité-là, c'est quelque chose qui nous entoure, qui décide de notre quotidien, et qu'à ce titre-là, on voit bien que la plupart des gens ont oublié que leur quotidien est intégré dans le fonctionnement de l'Europe. Alors, pourquoi une tête de réseau a la volonté d'œuvrer, faire une meilleure connaissance, une meilleure appréhension de l'Europe? C'est notamment parce que si on se réfère aux étudiants qui ont la possibilité d'aller voir ce qui se passe en Europe, la plus grande majorité des gens qui ne voyagent pas en Europe n'y accèdent que pas ou très très peu, et qui n'ont pas une connaissance de l'Europe. Et que du coup, ça nous a beaucoup interrogés sur le plan de l'égalité d'accès à un certain nombre de savoirs et de connaissances, et qu'on trouvait que la façon d'entrer dans ce schéma-là était beaucoup plus liée au fait d'aller rencontrer concrètement en Europe des partenaires qui œuvrent de la même façon que nous sur leur territoire de vie et qui peuvent, à travers leurs pratiques, donner à comprendre ce qu'ils vivent au quotidien de la même façon que nous, et que donc, à travers des échanges de pratiques, réussir à ancrer des formes d'apprentissage de façon à ce que ça devienne une réalité pour les participants de mobilité européenne. Sur la question de l'Europe et de son fonctionnement, pour ceux qui ont pu participer aux mobilités européennes,
mieux comprendre comment fonctionne l'Europe, mieux appréhender les instances et se rendre compte que chacun d'entre nous est en capacité d'intervenir dans le débat sur l'Europe en participant à des instances ou à des webinaires, de donner son avis sur des questions qui nous concernent tous, comme la question des frontières, la question de l'immigration, la question de l'écologie. Pourquoi est-ce qu'on a voulu participer à cette conférence de l'Europe? C'était parce que chacun doit pouvoir y participer s'il le souhaite et à travers ça, faire en sorte que la parole des habitants soit entendue, relayée et constitue un tout qui nous permette de dire que chacun, là où il est, peut dire ce qu'il pense de la question de l'Europe et donner aussi son avis de façon à ce que ça soit intégré dans ce qui va être restitué à partir de l'audit qui a été fait et comment on va pouvoir se ressaisir de cela pour travailler avec les personnes qui se seront intéressées à cette question et pouvoir mieux illustrer, mieux faire comprendre comment l'organisation européenne permet de traiter de cette question-là et en tout cas de mieux redire la place des habitants dans les questions de l'Europe. Vous êtes ici à la représentation en France de la Commission européenne. La Commission européenne n'est pas seulement à Bruxelles, elle est partout en Europe. Donc en France, elle est présente à Paris et à Marseille pour être au plus proche des citoyens européens. Et le but de la représentation en France de la Commission européenne, c'est d'être le visage de la Commission européenne en France. Nous sommes là pour représenter, pour humaniser l'Europe en France. Je vais vous donner des exemples très concrets. Par exemple, le plan de relance européen a financé en grande partie le plan Un jeune, une solution, donc un plan qui est très important pour l'Europe sociale. Donc nous organisons des visites terrain, par exemple, ou des rencontres avec les apprentis pour montrer que l'Europe finance des actions en France. Donc ça, c'est le premier pan de notre action. Le deuxième pan de notre action, c'est d'être proche des journalistes. Donc mon rôle consiste à représenter l'Union européenne et la Commission européenne vis-à-vis des journalistes et de porter la parole européenne. Et j'ai d'autres collègues qui sont en charge de l'analyse politique parce que notre bureau de représentation a aussi une dimension politique, donc d'analyse politique de ce qui se passe en France pour remonter justement ces préférences nationales, ces positions nationales à nos collègues à Bruxelles. La conférence de l'avenir de l'Europe est un grand exercice démocratique. Donc l'idée, c'est de donner à chacun la parole pour l'avenir de l'Europe. Quelle Europe, nous, en tant que citoyens européens, on veut pour nos enfants en matière de climat, en matière de santé, en matière numérique, en matière de migration. Donc l'idée, là, ce sont que quelques domaines proposés pour la réflexion auprès des citoyens européens. Donc l'idée, c'est d'avoir un exercice de démocratie participative qui nous permet de collecter les idées de chacun d'entre nous pour l'avenir de l'Europe sur des thématiques très précises. Il y a eu plusieurs phases dans cette conférence. Tout d'abord, nous avons mis en place une plateforme où chacun a pu exprimer ses idées pour l'avenir de l'Europe, une plateforme multilingue d'ailleurs, donc pour toutes les langues officielle de l'Union européenne, où il y a eu des idées qui ensuite ont été discutées par des panels représentatifs des citoyens européens à Strasbourg et dans d'autres villes de l'Union européenne. Par exemple, il y a eu en Pologne, à Maastricht, aussi aux Pays-Bas, des panels citoyens qui ont eu lieu. Et puis maintenant, nous arrivons à la phase finale avec le rapport final qui sera bientôt disponible. Et c'est à base
de ce rapport final qui sera un sort de point d'étape majeur de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Les institutions européennes se sont engagées à donner suite, discuter de ce rapport, à lui donner suite pour justement que la parole des citoyens soit incorporée dans le futur de l'Union européenne. Selon moi, il y a deux aspects à différencier, le ressenti et la pratique. En fait, pour les citoyens, l'Union européenne paraît très lointaine. Les citoyens ne voient pas l'impact de l'Union européenne dans leur quotidien et ils ne voient pas la réelle possibilité de faire entendre leur voix. Donc, les élections européennes sont très peu mobilisatrices et en fait, on en parle très peu. A contrario de la vie démocratique locale qui, elle, est perçue comme étant plus accessible et plus importante pour les citoyens. Donc, cependant, en fait, la place des citoyens dans la vie démocratique européenne est aussi très importante, en fait, puisque les élections européennes permettent d'élire des députés qui nous représentent directement au Parlement européen, le Parlement européen qu'on appelle la voix des citoyens. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ces députés-là, ils vont voter des lois européennes qui auront un impact direct dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est hyper important, et pas que pour les Français, c'est à l'échelle de l'Union européenne. On note notamment des lois européennes comme la politique agricole commune ou comme la politique de cohésion, qui permet de cofinancer des projets locaux dans différents domaines, sur différents sujets. Depuis plusieurs années, l'Union européenne, elle tente quand même d'impliquer davantage les citoyens dans la vie politique. Il y a des initiatives qui sont portées, des possibilités pour les citoyens de vraiment s'exprimer sur les questions de l'Union européenne. Donc on retrouve notamment l'initiative citoyenne européenne qu'on appelle ICE, qui là permet vraiment aux citoyens d'aller voter pour la loi européenne qu'elle aimerait voir portée pour le vote au Parlement et être déposée à la Commission européenne. L'exemple très concret, c'est la loi sur l'interdiction de l'élevage en cage qui devrait être abolie en 2027, mais qui est donc une initiative portée par des citoyens de l'Union européenne. On a aussi Rennes Métropole qui est engagée dans cette démarche, qui souhaite que les Rennais de Rennes Métropole puissent porter, ou en tout cas faire élire une loi européenne à la Commission. On a un autre processus de démocratie participative qui là est la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui permet en tout cas aux citoyens de s'exprimer à travers une plateforme. C'est un projet qui est très innovant, et donc l'ensemble des consultations qui seront menées sur cette plateforme seront ensuite mises sous synthèse et donc portées aux représentants de l'Union européenne. Et enfin, le dernier point, c'est il existe de nombreuses consultations en ligne. On le voit dans le cadre de l'année européenne de la jeunesse, où on invite les jeunes à s'exprimer sur leurs attentes, leurs besoins sur l'Union européenne. Alors, la démocratie représentative, c'est le système démocratique le plus connu et le plus répandu dans les pays de l'Union européenne. Cela signifie clairement que le peuple gouverne via l'intermédiaire des élus. Donc la démocratie représentative à l'échelle européenne se voit clairement de par les élections européennes, qui sont donc une démarche démocratique depuis 1979, avec aussi des élections des gouvernements nationaux qui représentent donc les intérêts nationaux au sein des institutions européennes. Que ce soit à l'échelle nationale ou européenne, ce système il est critiqué. Il est critiqué parce que les citoyens se sentent éloignés des politiciens qui sont devenus, entre guillemets, des professionnels, pour les citoyens, des professionnels politiques, mais pour lesquels ils se sentent moins écoutés par ces politiques-là. Néanmoins, je pense que la démocratie représentative reste vraiment un bon moyen pour les citoyens de s'exprimer sur la vie européenne, et c'est en tout cas le meilleur moyen de donner sa voix
pour le Parlement européen qui aujourd'hui a un pouvoir extrêmement fort au sein des institutions européennes. Je pense qu'aujourd'hui, le principal problème par rapport à la démocratie représentative, c'est qu'il y a une méconnaissance de l'Union européenne par les citoyens, un manque d'information. On le voit lors des élections européennes, à 15 jours de l'échéance, c'est là qu'on donne un maximum d'informations, mais il est déjà trop tard, il faut que ça se travaille vraiment sur du long terme, avec des messages percutants et des messages concrets. Donc je pense que le manque de clarté sur la démocratie européenne et les actions menées localement par l'Union européenne ne permettent pas aux citoyens de s'identifier et donc de voir leur appartenance à l'Union européenne. D'où l'importance d'une sensibilisation, et c'est ce que fait en tout cas massivement la Maison de l'Europe de Rennes. En effet, je pense que c'est le cas. Les élus locaux sont vraiment des personnalités très importantes de la vie locale et pour lesquelles les citoyens s'identifient beaucoup plus que les représentants de l'Union européenne. Il faut savoir qu'en fait, les élus locaux sont aussi des citoyens et ont besoin d'être formés, ont besoin qu'on les informe, ont besoin qu'on leur montre, qu'on les outille avec on va dire des projets pour comprendre le fonctionnement et les opportunités de financement notamment. Et donc ça, l'Union européenne, je pense qu'elle l'a bien compris, il faut qu'elle travaille en collaboration avec les élus locaux pour toucher les citoyens. Et donc la Commission européenne en France a créé un pôle territorial qui a décidé de se concentrer sur cette cible donc des élus locaux, avec l'aide évidemment de structures locales comme les associations des maires de France ou les structures labellisées Europe Direct de la Commission européenne, pour avoir cette interaction avec les élus locaux et leur montrer que la meilleure façon de susciter l'intérêt des citoyens pour les questions européennes et donc derrière les élections européennes, c'est de montrer l'impact de l'Europe dans le quotidien. Et pour ça, il faut inviter les élus locaux à en parler massivement à travers leurs canaux de communication, alors qu'ils soient papier ou numérique, hein, il y a différentes formes, mais aussi qu'ils encouragent l'organisation d'actions. Alors ça peut être des débats, ça peut être des actions dans les écoles, les établissements scolaires du territoire, ça peut être à travers les comités de jumelage d'une ville, parce que ça c'est vraiment ce sentiment d'appartenance à l'Union européenne, il passe aussi beaucoup par les jumelages. Et donc à travers ça, les élus seront donc bien informés et pour nous c'est vraiment ce qui assure une transmission vraiment efficace avec les citoyens. Il n'empêche que les élus restent un intermédiaire entre les citoyens et les institutions européennes. Il peut y avoir d'autres structures, mais ils doivent aussi avoir ce relais de faire remonter ce que les citoyens souhaitent dire, ou en tout cas remonter les attentes et les besoins exprimés sur le territoire. L'IFS, c'est une ONG en fait. C'est la Fédération internationale des settlements et des maisons de proximité, des maisons de voisins. C'est une ONG américaine qui est située à New York. L'IFS, c'est à peu près 11 000, je crois, structures ou fédérations rassemblées autour d'un projet commun, d'une vision commune qui défend alors la justice sociale, la démocratie, la paix et qui est engagée aussi dans le développement durable, le soutien du développement durable. Les structures qui sont rassemblées au sein de l'IFS peuvent être très différentes, c'est-à-dire que ça peut être des grosses fédérations. Je crois que la FCSF est la plus grosse fédération représentée à l'IFS au monde. Il y a 30 pays qui sont à peu près représentés. Mais ça peut être aussi un centre social, enfin, ou l'équivalent, un settlement, un neighborhood house, qui s'inscrit directement à l'IFS
parce qu'ils partagent des valeurs et des envies de faire. Alors, c'est assez différent du fédéralisme qu'on connaît en France. Ce n'est pas un fédéralisme d'action, c'est un fédéralisme de représentation. Donc l'idée, c'est plutôt de représenter la société civile à travers les engagements qu'on a de soutenir les communautés locales, l'engagement des personnes, le développement du pouvoir d'agir des citoyens. Donc on représente la société civile et on est très présent à l'ONU à New York, où on est des interlocuteurs très reconnus pour être représentatifs de cette société civile et représentatifs des citoyens. Donc il y a l'idée qu'on serait aussi représenté en Europe à Genève. On ne l'est pas jusqu'à présent. La mise en route, c'est un peu compliqué d'être représenté à l'ONU. Ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de temps. Et en plus, on est présent depuis le début de la pandémie, en fait. Donc on a été très bloqué pour cette représentation. Voilà, en gros, et très rapidement, l'IFS. Et on retrouve tout à fait, pour la FCSF en tout cas, on retrouve tout à fait les valeurs, les engagements. Après, si vous voulez en savoir plus sur l'IFS, vous allez voir le site, il est bien fait, il raconte ses engagements. Et on a sorti un texte politique qui dit vers quoi on tend en 2021 à un grand rassemblement qui a eu lieu à Sydney. La deuxième question va aller avec la troisième question concernant fostering. Les deux choses sont complètement liées. En fait, si on part par exemple de la représentation à l'ONU, on s'aperçoit qu'on a besoin de personnes vraiment pour s'engager, pour soutenir cette représentation. Pour les Américains, c'est plus facile. Il y a de très gros settlements à New York qui peuvent engager à la fois des moyens et à la fois des personnes parce qu'ils sont sur place et qu'ils ont une vieille histoire de représentation des settlements à l'ONU. Pour nous, c'est plus compliqué. Pour l'Europe, en tout cas, c'est plus compliqué. Donc, l'idée, ça serait de constituer une structure européenne qui nous permettrait d'avoir des moyens pour être représentés de façon plus efficace. Et donc, ça suppose d'avoir des moyens d'aller chercher de l'argent. Aujourd'hui, les revenus de l'IFS, enfin, c'est sa source de financement, c'est uniquement la participation des membres. Il n'y a pas d'autre entrée d'argent que celle-ci. Et ça ne suffit pas. Alors, ça permet d'avoir une petite équipe de salariés, mais ça ne permet pas de supporter le développement qu'on voudrait avoir sur la représentation à la fois du Parlement européen et à la fois de l'ONU. Donc, l'idée du projet Fostering, elle s'est enclenchée en faisant ce constat qu'on n'avait pas suffisamment de moyens, que pour avoir des moyens, il fallait faire la preuve qu'on était capable de faire quelque chose ensemble en Europe. Donc, on a enclenché Fostering avec la perspective de se dire, si on y arrive, si ça marche bien, si on a un beau projet, et on va l'avoir, eh bien, derrière, on peut imaginer qu'on aille chercher quelques moyens supplémentaires à l'Europe pour structurer quelque chose. Et dans cette perspective-là, on souhaite aussi, alors on mise sur l'Europe, mais dans cette perspective-là, on n'oublie pas le Maghreb, le sud, le nord de l'Afrique, qui voudrait bien nous rejoindre, avec qui on a déjà des échanges, et donc ça serait plutôt quelque chose d'euro-méditerranéen. Il existe aussi des structures euro-méditerranéennes qui soutiennent des projets, donc on pourrait aller un peu de ce côté-là aussi. Donc l'IFS, comme ONG américaine, ne peut pas avoir de moyens en Europe. Donc l'idée, c'est de structurer quelque chose qui permettrait d'avoir une représentation un peu plus forte au niveau européen. Du coup, un peu dans cette réflexion de comment est-ce qu'on pourrait être plus efficace, comment est-ce qu'on pourrait se donner des moyens, le projet Fostering, il est né dans nos têtes à Patricia et à moi en 2018.
en se disant la FCSF aujourd'hui a fait un vrai travail auprès de l'Europe. Elle a une reconnaissance sur la qualité des projets qu'elle propose. Elle a une reconnaissance sur le fait qu'on est diffusé dans l'ensemble du réseau de la compétence et qu'il y a un vrai intérêt de ce côté-là. Donc, on s'est dit qu'on pouvait peut-être être les porteurs d'un projet, la FCSF porteuse d'un projet au titre de l'IFS, pour que, à terme, l'IFS puisse développer une IFS Europe et aller chercher elle-même du financement. Mais il y a cette transition à faire. Donc en 2018, on a réfléchi à l'idée qu'on pouvait porter un projet. On a présenté ça au conseil d'administration de l'IFS au Maroc en 2019, qui a enclenché une réflexion et qui a été OK sur le fait qu'on pouvait s'avancer comme ça. Et là, on a demandé au conseil d'administration de la FCSF s'ils étaient d'accord pour que la FCSF devienne le support d'un salarié, puisqu'il s'agissait d'embaucher quelqu'un pour porter le projet, et du transit de l'argent, de l'ensemble de l'argent pour l'IFS, en lieu et place de l'IFS. Donc le projet Fostering, il est porté politiquement par le CA de l'IFS, et il est porté techniquement par la FCSF. Et après, sur le portage politique, il y a l'IFS, mais il y a les représentants des 12 pays qui sont engagés dans le projet Fostering. Fostering, soutenir la démocratie, soutenir la justice sociale dans les différents pays.